1939. Hitler plonge l'Europe dans la guerre. Son pouvoir de persuasion a transformé les Allemands en un peuple de fanatiques. En quelques semaines, la Wehrmacht met la Pologne à genoux et anéantit l'armée française. Dans les rues de Paris, le Führer fait défiler son armée victorieuse. Plus rien ne peut arrêter le Reich. Et pourtant, 2 ans plus tard, la Wehrmacht est anéantie en Russie au prix de millions de morts. Hitler précipite l'humanité dans l'abîme de la solution finale. Comment expliquer une telle défaite? Nous avons eu accès à des archives jusqu'alors inaccessibles, qui jettent une nouvelle lumière sur l'Allemagne nazie. Tous les moyens sont bons et légitimes pour augmenter les performances des individus et de la communauté raciale pour qu'elle puisse se défendre. On se demande si on ne pourrait pas arriver à fabriquer la matière idéale pour fabriquer un surhomme. Ce que ces archives révèlent, c'est une nation entière qui se gave de drogue et qui salue le Führer. L'Allemagne était le plus gros exportateur de morphine, d'héroïne, de cocaïne, parfois même le seul producteur au monde. Pour la première fois dans l'histoire, de la drogue est systématiquement distribuée aux soldats pour les transformer en machines à combattre. Peu importe les conséquences. La morphine est administrée en masse aux soldats durant la guerre entre la France et la Prusse en 1870. Lorsque la seringue est inventée, le fixe devient monnaie courante sur les champs de bataille. Déjà, l'Allemagne se distingue grâce à sa puissante industrie chimique. Elle est la plus grande productrice de produits pharmaceutiques du monde. Durant la Première Guerre mondiale, l'usage de la morphine se répand. Dans les tranchées, les soldats en abusent pour oublier les souffrances de la guerre. Beaucoup de soldats de la Première Guerre mondiale deviennent dépendants à la morphine, car à l'époque, elle est distribuée sans aucun contrôle. L'homme que nous voyons sur ces photos, c'est Adolf Hitler. Il a tout juste 25 ans et il est caporal de l'armée allemande. Comme les autres soldats, il subit les souffrances de la guerre. Les veilles interminables, l'attente, la peur et soudain la violence des assauts. Mais dans les tranchées, il n'y a pas que la morphine qui aide à tenir. L'alcool aussi fait des ravages. L'alcool joue un rôle très important dans la Première Guerre mondiale. Ça donne de la motivation, ça sert de récompense. Ça a surtout un effet de désinhibition. Mais les drogues et l'alcool n'y peuvent rien. L'Allemagne est vaincue. L'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, c'est un pays polytraumatisé par la guerre et par la défaite. La guerre, c'est 2 500 000 morts, si on compte les morts civiles. C'est une défaite qui était inattendue et qui reste inexpliquée aux yeux de bien des Allemands. Mais c'est également un traumatisme de plus long terme, avec une modernisation qui a commencé dans les années 1870, qui a été très rapide et très brutale, qui a beaucoup égaré et troublé les Allemands. Alors, dans les années 20, l'Allemagne des grandes villes se réfugie dans les paradis artificiels. Berlin devient Babylone la putain. Dans les cinémas, les films sur la cocaïne et la morphine font recette. Dans les clubs, la drogue se vend souvent derrière le comptoir. Les commerçants chinois tiennent des fumeries d'opium. Alors qu'Hitler commence à organiser ce qui va devenir le parti nazi, les Allemands s'étourdissent de la drogue venue d'Orient. Il y a énormément de gens qui ont été très très violemment traumatisés par la guerre, qu'il y a une grande pauvreté qui règne. Et en même temps, il y a une espèce de folie, une espèce d'ardeur à faire la fête. Donc la nuit, il y a à la fois l'ivresse, il y a la danse, il y a les plaisirs, et puis il y a aussi tous ces milieux qui fournissent ce que des gens cherchent pour calmer leur douleur.
À Munich, dans la Bohème, un quartier du centre, la fête bat son plein. Tandis qu'au même moment, le parti nazi d'Adolf Hitler émerge. À cette époque-là, les premiers nazis, les gens comme Hitler, logent dans ce quartier de la Bohème et donc fréquentent une population assez interlope dans laquelle il y a des gens qui sont à la fois des traumatisés de la vie, des traumatisés de la guerre et puis qui essayent de construire quelque chose comme une brillance pour compenser les douleurs internes qui les habitent. En automne 1923, une terrible crise éclate. La monnaie allemande plonge. Les prix augmentent d'heure en heure. Une simple miche de pain coûte des centaines de millions de Deutschmark. Pour les Allemands, à peine remis de la défaite, c'est le chômage, la misère, le désespoir. L'hyperinflation a totalement bouleversé la société allemande en détruisant des fortunes traditionnelles en quelques heures ou en quelques jours. La consommation et la fabrication de drogue ne connaissent pas la crise. Cocaïne et morphine se vendent en pharmacie, sur ordonnance, le plus légalement du monde. Mais les choses ne vont pas tarder à changer. En effet, ce poison dégénéré est très mal vu, autant par les communistes que par les nazis, engagés dans une lutte sans merci pour le pouvoir. Pour ce qui est des nazis, la position est claire. La consommation de drogue est idéologiquement prohibée parce que c'est un symptôme de décadence morale et c'est le signe d'une dégénérescence biologique que d'avoir besoin de s'exciter ou de se calmer par des artefacts produits par la chimie. Pour les nazis, la drogue, c'est les discours et les grands meetings du Führer, devant des foules immenses en délire. Pour Hitler, il s'agit de provoquer un état de fanatisme, d'hystérie. Il y avait des manifestations gigantesques tous les jours. Ça servait de propagande. On pouvait voir ces rangées de stormtroopers nazis défiler en rangs serrés dans les rues. Tout cela projette de l'énergie. Die anderen Staatsmänner täten gut, wenn sie auch ihre eigenen Aufgaben lösen wollten. Les nazis multiplient les meetings gigantesques. Les retraites au flambeau qui plongent l'Allemagne dans l'extase collective. À l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, un fichier est créé qui doit permettre un recensement complet des consommateurs de drogue. Pour des raisons d'hygiène raciale, il nous faut veiller à mettre les toxicomanes les plus dépendants hors d'état de se reproduire. Adolf Hitler war selbst, hat kein Alkohol getrunken. Adolf Hitler ne buvait même pas d'alcool. Il était très critique vis-à-vis des drogues, car elles allaient à l'encontre des principes du national-socialisme et des principes de l'hygiène raciale. Quand on est un drogué et que donc on est un déviant, il y a quelque chose qui s'est passé dans le patrimoine racial de la famille et qui explique ceci. Et donc les drogués sont comme les dépressifs, les alcooliques, les chômeurs, etc. Ce sont des gens qui, certes, font partie du patrimoine racial germanique, mais constituent plutôt un poids mort aux yeux des nazis. Nous le savons aujourd'hui, ce discours n'était qu'une façade. Dès cette époque, Hitler abuse de substances que son médecin lui injecte, en piqûre intraveineuse. Pour la propagande, pourtant, la lutte contre la toxicomanie est placée sur le même plan que celui de l'extermination des Juifs. Mais si la lutte antidrogue des nazis fait baisser la consommation de cocaïne et de morphine, en coulisses, le pouvoir pousse au développement de nouveaux médicaments. Si l'usage de drogues qui affectent le corps et l'esprit est prohibé, par contre, l'usage de psychotropes, notamment, qui peuvent stimuler le corps et l'esprit, lui, va être encouragé. On se demande si on ne pourrait pas, à l'aide de substances
nouvelles ou à l'aide de méthodes nouvelles, spirituelles, si on ne pourrait pas arriver à fabriquer la matière idéale pour fabriquer un surhomme. Les nazis cherchent à faire émerger un surhomme. C'est une des idées fixes d'Adolf Hitler. Trouver des femmes et des hommes d'exception et favoriser leur reproduction, en espérant peupler la planète des meilleurs représentants de la race aryenne. Tous les moyens sont bons et légitimes pour augmenter les performances des individus et de la communauté raciale pour qu'elle puisse se défendre face aux autres races qui veulent sa mort. Avec les Jeux Olympiques de Munich en 1936, la recherche s'accélère. Les athlètes allemands se doivent d'être les plus performants. C'est le début du dopage. Le chef du département chimie de Temmler, un grand laboratoire allemand, a eu vent d'une substance américaine nommée benzédrine. Cette amphétamine aurait fortement influencé les résultats des sportifs durant les Jeux Olympiques. Le 31 octobre 1937, les usines Temmler déposent à Berlin le brevet de la version allemande de la benzédrine. Elle s'appelle la pervitine et elle est beaucoup plus efficace. Pervitine, retenez bien ce nom. L'effet est plus rapide et aussi plus important. La pervitine, c'est ce qu'on appelle de la méthamphétamine. Ça fait partie du groupe des amphétamines. Sa forme moléculaire ressemble à des produits qui sont fabriqués par le cerveau et utilisés par le cerveau pour fonctionner. En particulier, ce sont des molécules qu'on appelle la dopamine, la noradrénaline ou même éventuellement la sérotonine. La pervitine maintiendrait en éveil et donnerait une vision positive du monde. Pour les nazis, elle devient la drogue miracle qui permet l'émergence d'un homme nouveau. Les Allemands vont l'adopter. On pouvait en acheter soi-même en pharmacie, sans la moindre ordonnance du médecin. Les autorités nazies vont tout faire pour favoriser la propagation de cette drogue qui, selon eux, rend plus fort, plus efficace. Le pouvoir charge une des agences les plus réputées de Berlin de réaliser une énorme campagne publicitaire sur le modèle de Coca-Cola. La pervitine est vantée comme étant un remède universel. On a même utilisé la pervitine, par exemple, avec un mélange de chocolat qui s'adressait spécialement à des femmes de ménage. Si on est une femme au foyer, on peut ranger mieux sa maison, on fait la cuisine plus volontiers, on dort un peu moins, on peut sortir le soir. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sous pervitine qu'on fait plus difficilement sans le produit. Les médecins l'utilisent pour n'importe quoi. Pour lutter contre la fatigue, combattre la dépression postnatale. C'est bon pour les chauffeurs de camions, pour les artistes, quand ils sont fatigués, pour les emplois académiques, pour les travaux pénibles. Les médecins sont devenus des dealers en blouse blanche, ce qui a mené à une propagation importante de la pervitine dans la société civile. Les Allemands se gavent de cette pilule qui vaut moins cher qu'un cachet d'aspirine. Car sous le Troisième Reich, il faut être en pleine forme. La quête de puissance s'immisce même dans la sexualité. Les femmes allemandes et les hommes surtout sont alimentés en pilules. Les unes pour réduire les risques de stérilité, les autres afin de régler leurs problèmes d'érection. Annonces dans les journaux, merchandising, tout doit stimuler les ventes. Chaque Allemand a pour premier devoir de produire des enfants, et beaucoup d'enfants, parce qu'il faut armer la race, armer le Reich par de nouveaux bras et par de nouveaux êtres performants qui vont contribuer à renforcer la race dans son combat contre ses ennemis.
les nazis lancent un gigantesque programme de relance économique. En 1936, grâce à l'industrie de l'armement qui tourne à plein régime, le plein emploi est quasiment atteint et la Wehrmacht passe pour l'une des armées les plus puissantes d'Europe. Sous le Troisième Reich, mieux vaut pouvoir tenir le rythme. Il faut être performant. Si vous êtes un être non performant, vous n'avez pas de place dans l'existence, vous n'avez pas de place dans la vie. Heureusement, pour se mettre en train, il y a la pervitine. Les recherches pour améliorer les drogues et en découvrir de nouvelles vont donner l'occasion aux chefs nazis de bénéficier de produits dernier cri, même si certains nazis, les plus traditionnels, préfèrent encore l'alcool. Toute la crème du Troisième Reich a ses cachets et ses drogues préférées. Madame Goebbels supporte la détérioration de sa vie de couple à coups d'anxiolytiques et de somnifères. Göring, blessé lors d'un accident de voiture, prend de la morphine pour calmer ses douleurs. À Berlin, ce bâtiment gigantesque abrite aujourd'hui le ministère fédéral des Finances. Sous l'Allemagne nazie, c'est le royaume de Göring. Sa démesure symbolise la mégalomanie du régime. En franchir le portail, c'est pénétrer dans un univers où règnent les intrigues, mais aussi l'alcool et les drogues. C'est un homme qui est marié à une actrice. Et donc, on lui a fait grief de fréquenter des milieux qui risquaient éventuellement d'être trop connectés au monde de la nuit. Dans les cercles nazis, il y a la fête. Et on a, quand on regarde d'ailleurs les agendas ou les carnets d'invitation de personnes comme Goebbels ou même son journal, on voit qu'il fait des soirées avec des jeunes femmes. Donc ces gens-là ont une culture de la fête, ont une culture du soir, mais ils ne vont pas forcément mettre en avant justement le côté stupéfiant. Hitler, lui aussi, a secrètement recours aux drogues pour affronter le stress et la fatigue. De la base au sommet de l'Allemagne nazie, on se dope pour mieux affronter le présent. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La porte est ouverte à toutes les expériences. L'obsession de la guerre est partout. Et les médecins sont exaltés par le régime depuis 1933 comme étant les préparateurs physiques de cette guerre. L'Institut de physiologie militaire est situé dans Limba-Lindenstraße à Berlin. C'est aujourd'hui le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Sous le régime nazi, les départements de recherche scientifique de l'armée allemande sont regroupés dans ces bâtiments. Le professeur Otto Ranke n'a que 38 ans lorsqu'il est nommé à la tête de l'Institut. Sa mission est précise, optimiser médicalement les performances des soldats. En 1938, il entame les premiers tests sur la pervitine en utilisant comme cobayes les officiers médicaux de l'Institut. Aux archives de l'armée allemande à Fribourg, nous avons retrouvé les rapports des expériences d'Otto Ranke sur la pervitine. La moitié des officiers a pris de la pervitine, les autres pas, et les a testés pendant des heures. Elle s'est rendue compte que les uns qui avaient pris cette drogue étaient capables encore de travailler beaucoup plus longtemps que les autres. L'expérience est concluante. L'armée est prête à passer à l'offensive. Avant de partir pour le front, les médecins de l'armée emportent avec eux des stocks de pervitine dans leur pactage. La Wehrmacht déferle sur la Pologne. C'est le début de la guerre éclair.
La première grande consommation de masse de pervitine a eu lieu en septembre 1939, lors de la guerre contre la Pologne. Nous avons retrouvé les rapports sanitaires sur l'usage de la pervitine lors de l'invasion polonaise dans les classeurs des archives militaires de Fribourg. Ils attestent de son utilisation massive. Les médecins militaires rapportent que les trajets de nuit des conducteurs de camions ou des motards qui servaient de messagers étaient grandement facilités sous pervitine. Il était possible de conduire toute la nuit sans s'endormir au volant. Otto Ranke lui-même en consomme régulièrement. Il travaille sans répit, à plein régime. La drogue balaye les scrupules. Combattre semble tellement plus facile. Il n'y a plus toutes les réflexions, j'y vais pas, tout ça disparaît. C'est j'y vais puisque je suis le plus fort et que je vois tout et je suis plus fort que les autres. Ça permet d'attaquer avec plus de force, plus de concentration, et ça produit un effet en plus de guerrier chez les soldats. Durant l'offensive qui coûtera la vie à 100 000 soldats polonais et 60 000 civils en quelques mois, la pervitine aide les Allemands à opérer. Sans signe de fatigue, et ce jusqu'à ce que la mission soit accomplie, comme le demandent les ordres. Certains soldats pouvaient rester plusieurs jours sans s'arrêter, marcher plusieurs jours, voire même 5-10 jours de façon continue grâce à ces produits. Le 3 septembre 1939, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Après la victoire en Pologne, Hitler ne cesse d'évoquer la bravoure miraculeuse des soldats allemands. Le Führer veut profiter de son avantage et attaquer la France aussi vite que possible. Un problème. Les Alliés ont clairement l'avantage technique et numérique sur les Allemands. Dans le haut commandement de la Wehrmacht, on se prépare à une nouvelle offensive. Il faut augmenter les stocks de pervitine. À partir de 1939, on a conçu un programme de production et Temmler a, au total, à ma connaissance, produit presque 30 millions de comprimés qui ont été distribués aux soldats qui avaient vraiment besoin d'un effort à long terme. Ça veut dire, par exemple, les conducteurs, les tankistes. Les documents conservés à Fribourg prouvent que pour la première fois dans l'histoire, une armée va systématiquement droguer ses soldats pour parvenir à la victoire. Nous avons retrouvé ce document qui atteste que la Wehrmacht, entre avril et décembre 1940, a passé une commande gigantesque de pervitine pour l'armée de terre et la Luftwaffe. 38 millions de doses. Le 17 avril 1940, la pervitine est officiellement intégrée à l'équipement de la Wehrmacht. La dose quotidienne a été fixée à 1 comprimé dans la journée, puis dans la nuit, 2 comprimés en prise préventive à court intervalle et, si nécessaire, 1 à 2 comprimés supplémentaires après 3-4 heures. La Wehrmacht devient ainsi la première armée au monde à organiser de manière systématique la prise de drogue par ses soldats. Dans la nuit du 10 au 11 mai 1940, les soldats se préparent à l'offensive. Chacun a eu sa dose. La mission est claire. J'exige de vous que vous ne dormiez pas pendant 3 jours et 3 nuits si cela est nécessaire, ordonne le général Guderian, qui dirige l'offensive. Lorsqu'on voit les longs trajets que les chars ont traversés ici en France, ça s'explique que grâce à cette drogue, ils étaient capables pratiquement de rester encore en service plusieurs heures et beaucoup plus longtemps que prévu. Les Allemands doivent franchir la frontière avant que les troupes françaises n'aient eu le temps de réagir.
la Wehrmacht dévore tout sur son passage. En une centaine d'heures, les Allemands gagnent plus de terrain qu'en 4 ans durant la Première Guerre mondiale. Le 3e jour, ils sont aux portes de Sedan. Leur chef, le général Rommel, n'a pas fermé l'œil depuis le début des opérations. Le général Rommel n'obéissait plus au plan établi. Il avançait toujours plus vite avec ses blindés. Son comportement, toujours avancer plus loin, toujours avancer plus vite. Ça montre qu'il avait lui aussi consommé de la pervitine. En Allemagne, des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ont accepté de nous raconter leurs souvenirs du Blitzkrieg. Gunther Windt était l'un des généraux des redoutables Panzer, les escadrons blindés allemands. Il a participé aux offensives éclairs de la Wehrmacht. Nous avions une mission, nous l'avons remplie. C'était très clair. C'est allé très vite. Nous avons rejoint la Seine en 6 jours. Tout est allé très vite. Il n'y avait pas de grande résistance. Il se souvient de ce que les Allemands appellent encore aujourd'hui le chocolat des Panzers. Ce chocolat contenait des feuilles de cola. Jürgen Tegethoff, lui aussi dans les Panzers, se souvient également de ce chocolat. J'en ai mangé. Ce chocolat était très amer, mais on aimait en manger car c'était différent. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Ça ne m'aurait pas étonné qu'il y ait de la pervitine. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, les historiens confirment bien que la pervitine a été distribuée aux tankistes sous forme de chocolat. C'est clair que la pervitine était distribuée aux équipages des tanks. En 3 jours et 3 nuits, ils devaient traverser les Ardennes aussi vite que possible, sans que les Français les repèrent. C'est ce qui s'est passé. On leur donnait de la méthamphétamine pour qu'ils tiennent le coup, et aussi ce que l'on appelle le Panzer chocolat, le chocolat des tankistes. Rien ni personne ne semble pouvoir faire reculer les soldats. La pervitine fait des miracles. La propagande nazie préfère vanter la Wehrmacht invincible. En quelques jours à peine, les Allemands ont vaincu la France. C'est tellement puissant comme élément pour la propagande nazie. On fait des films où on montre le drapeau allemand sur la tour Eiffel. On fait des films où on montre le drapeau nazi sur le château de Versailles. On fait des films pour montrer le défilé allemand sur les Champs-Élysées. On va en profiter d'ailleurs pour montrer, pour donner l'impression que cette victoire, c'est pas une victoire seulement de la mécanisation, c'est pas une victoire seulement de l'armement, c'est une victoire des hommes. Les nazis voient dans cette victoire la preuve de la supériorité aérienne. Les archives de la Wehrmacht que nous avons consultées à Fribourg racontent une toute autre histoire. Le journal de guerre de Ranke atteste de l'utilisation massive de la drogue. Pourtant, l'Allemagne ne va pas tarder à découvrir les revers de la médaille de l'abus systématique de pervitine. Il n'existe aucune statistique sur la consommation de pervitine au sein de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Pourtant, la pervitine y aurait reçu plusieurs surnoms. Les sels de l'aviateur, les pilules de Göring ou du Stuka, ce qui semble attester de son utilisation.
Une des mallettes qui constituait le kit de survie des aviateurs est conservée au musée de la pharmacie de Heidelberg. Dans ce kit, de la pervitine, de la morphine, de la cocaïne. On devait sans cesse envoyer toute une partie des aviateurs dans des hôpitaux militaires pour qu'ils suivent des cures de désintoxication en raison de la consommation de pervitine. En effet, l'Allemagne découvre que l'abus systématique de méthamphétamine n'est pas sans danger. Au fur et à mesure que la dose augmente, on rentre dans des situations qui sont des situations qui peuvent devenir dangereuses pour l'individu, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune conscience du risque qu'il court. À ce moment-là, on obtient les hallucinations et des crises de délire, voire même des psychoses qu'on appelle des psychoses artificielles. Dans un document que nous avons retrouvé, nous voyons que dès 1940, le chef de la santé du Reich s'inquiète des dangers de l'abus de pervitine. J'ai déjà réfléchi à la possibilité de durcir les conditions d'ordonnance de la pervitine, par exemple en la catégorisant en tant que drogue. Il a raison de s'inquiéter. Si l'Allemand, la consommation mensuelle de pervitine, c'est la barre de millions de comprimés. On constatait de plus en plus d'abus liés à la pervitine. On en prenait trop. On constatait des psychoses, des malaises. C'est remonté au plus haut des autorités. Le ministre de la Santé du Reich, Leonardo Conti, le plus haut placé des médecins, a lancé une campagne contre la pervitine. En 1941, la pervitine est placée sous la législation de l'opium. Elle est ainsi officiellement déclarée produit stupéfiant. Conti a décidé d'interdire la production de la pervitine pour le marché privé et de mettre la production sous séquestre. Mais c'est à peine si les Allemands remarquent l'interdiction de leur pilule préférée. Mieux encore, le commandement suprême de la Wehrmacht classifie la pervitine comme étant d'importance stratégique. L'usage des drogues ne va faire que s'étendre. Le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit la Russie. C'est l'opération Barbarossa, la plus grande invasion militaire de l'histoire. 4 millions d'hommes déferlent sur l'Union soviétique. L'horreur va connaître son paroxysme. Les Allemands, la race supérieure, devaient conquérir cette région. Ils devaient détruire l'Union soviétique. Ils devaient réduire ses habitants à l'esclavage, les faire mourir de faim et coloniser toute la région à leur profit. Il était prévu d'exterminer jusqu'à 45 millions de Slaves, d'Ukrainiens et de Biélorusses. C'était un génocide à une échelle inimaginable. Les nazis lancent alors leur terrible commando de la mort, les Einsatzgruppen, qui se livrent à des massacres épouvantables. Ils font plus d'1,5 million de victimes. Les Einsatzgruppen du RSS vont tuer 550 000 personnes entre le 22 juin 1941 et la fin du mois de décembre. Avec une date absolument fondamentale qui est le 16 août 1941, date à laquelle les Einsatzgruppen de Russie passent au meurtre d'enfants. À ce moment-là, si vous voulez, il y a un saut qui s'est mis en place et qui fait qu'on est passé d'une violence de guerre extrêmement paroxystique à une violence qui a une toute autre nature. Parce que quand on commence à tuer systématiquement les enfants, ça veut dire qu'on a une intention exterminatrice. Pour supporter l'horreur et le sang, les bourreaux se saoulent. On voit un usage massif de l'alcool dans les unités d'assassins sur le front de l'Est, les fameuses Einsatzgruppen de la police et de la SS, qui, pour tenir tout simplement psychologiquement et pour affronter le spectacle atroce de ce qu'ils sont en train de faire, ces hommes-là font une consommation immodérée d'alcool. Dès juillet 1941,
l'armée rouge oppose une résistance farouche à la Wehrmacht. Les Allemands encaissent de lourdes pertes en très peu de temps. Et cette fois-ci, la pervitine n'y peut rien. Les consignes de Conti ont été respectées. On en distribue beaucoup moins. Privée de drogue, la Wehrmacht est décimée dès le premier hiver de combat. La force en hommes de l'Union soviétique était trop énorme. Les distances que devait couvrir l'armée étaient trop importantes. À partir de la seconde moitié de 1944, les soldats d'Hitler n'essuient plus que des échecs. Fin août, les Alliés reprennent Paris. C'était une cause perdue pour les nazis. Ce qui a causé la défaite des nazis, c'est la supériorité économique des nations qui les combattaient. Le 11 septembre, les forces américaines passent la frontière du Reich. Sur tous les fronts, les troupes allemandes sont sur le point de s'écrouler. La pervitine ne les aide plus maintenant qu'à trouver la force de s'enfuir. Hitler exige alors qu'on accélère la production d'armes secrètes dans lesquelles il place les plus grands espoirs. Des fusées, mais aussi des sous-marins miniatures. De leur côté, les chimistes de la Wehrmacht recherchent également une drogue miracle, un produit qui pourrait retourner la situation pour repartir à plein régime. On a essayé de trouver une nouvelle formule pour peut-être là trouver une solution, une pilule miracle, une potion magique si vous voulez. Cette drogue est particulièrement destinée aux hommes qui piloteront les sous-marins miniatures porteurs de torpilles. Ils vont devenir de véritables kamikazes. Les bases depuis lesquelles ces sous-marins étaient déployés étaient très éloignées de leurs objectifs. Il fallait une longue approche pour y arriver et tirer les torpilles sur les navires adverses. Il fallait 1 ou 2 jours pour y aller et 1 ou 2 jours pour rentrer. Dans ces petits sous-marins, c'était très confiné. On ne pouvait pas s'allonger et dormir. Il y avait 1 ou 2 hommes dans un tout petit espace. Ils devaient être assis. Ça n'était pas possible de réaliser des missions comme ça sans médicaments. Il fallait non seulement partir en mission, mais aussi rentrer. Et tout ça, ça demandait un effort de au moins 24 heures au plus. On avait besoin là aussi des drogues pour assurer qu'ils étaient capables de s'en servir d'une manière efficace. Les savants se concertent alors pour savoir si de fortes doses de cocaïne ou de méthamphétamine pure ne pourraient pas garder ces hommes éveillés et opérationnels pendant plus de 2 jours et 2 nuits. On décide de procéder à des expériences afin de mesurer les effets de la drogue à forte dose, sur des périodes prolongées. Les nouveaux mélanges qu'on développait n'étaient plus testés sur les soldats, mais sur les prisonniers des camps de concentration. On distribue à chacun des prisonniers une ration de drogue fortement dosée, entre 50 et 100 mg de cocaïne pure, soit sous forme de pilule, soit sous forme de chewing-gum. On teste aussi des chewing-gums de pervitine. Ils contiennent 7 fois la dose d'un comprimé standard. On compare les résultats très méticuleusement. On fait des tableaux, on regarde quel prisonnier a marché, combien de temps, sans pause en prenant telle ou telle drogue. La variation du chewing-gum s'est révélée être la meilleure, car la substance entre rapidement dans le sang quand elle est absorbée par les muqueuses de la bouche. Les prisonniers sont transformés en machines à avancer.
Ces expériences étaient bien entendu épouvantables pour les prisonniers. Beaucoup de prisonniers sont morts parce qu'ils avaient dépassé leurs limites. La nouvelle drogue est maintenant prête à être utilisée. Elle va être distribuée à 5000 garçons de la jeunesse hitlérienne âgée pour la plupart d'une quinzaine d'années, mais parmi lesquels se trouvent aussi des enfants de 10 à 12 ans. C'est eux qui vont piloter les sous-marins miniatures qui vont se transformer en cercueils d'acier. Quand ils montent dans leur lance-torpille assemblée en toute hâte et qu'ils reçoivent leur comprimé ou leur chewing-gum imbibé de cocaïne, ces jeunes ne se doutent pas qu'ils partent pour un voyage sans retour. Dans ces sous-marins, impossible de dormir. Il faut être sans cesse aux commandes. Le véhicule était la plupart du temps immergé. Il faisait très froid en mer du Nord, le théâtre des opérations. L'équipage devait s'habiller très chaudement et ne pouvait pas bouger sur les sièges très étroits. Il n'y avait pas de toilette à bord. Les soldats utilisaient des boîtes de conserve vides. On ne pouvait pas les jeter à l'extérieur. Elles restaient dans le sous-marin et on peut imaginer l'odeur à bord après 3 ou 4 jours. Les jeunes soldats souffrent aussi des effets secondaires des drogues à très forte dose. Les survivants ont raconté avoir subi d'importants effets secondaires, comme des hallucinations, des couleurs, des voix, de la musique. Ils étaient en fait incapables d'accomplir leur mission. Pas mal de ces missions se sont terminées pour la personne qui était dedans d'une manière tragique. La plupart d'entre eux meurent noyés à bord de leur cercueil submersible. Malgré la drogue, l'Allemagne est cette fois définitivement vaincue. Après la guerre, la population civile a pillé les entrepôts pharmaceutiques de la Wehrmacht. On y a volé de la pervitine, de la morphine, d'autres drogues encore. Cela a alimenté le marché noir. Certains des soldats qui avaient pris de la pervitine durant la guerre sont restés dépendants à la drogue, jusque dans les années 50.